fait plutôt beau, le printemps s'installe, disait Laurent Cabrol, et ça tombe bien parce que cette heure-là est consacrée à une tendance qui se développe peut-être, je ne vais pas dire nouvelle tendance parce que certains y sont au jardin depuis très longtemps, au potager aussi, mais nous avons des passionnés qui en tout cas publient ces jours-ci sur le sujet une littérature abondante, SOS potager, je débute mon potager, les fruits et légumes phares, la tomate de la terre à l'assiette, comment bien faire pousser sa courgette, il y en a pour tous les goûts, sans compter un de ceux qu'on vous présente ce matin, la vie érotique de mon potager. Tous ces spécialistes et jardiniers, passionnés ou amateurs seront avec nous. Quand l'envie de manger sain pousse des dizaines de milliers de Français à s'intéresser à la terre et à développer des techniques à la campagne comme à la ville, eh bien on s'en fait le relais avec vos témoignages et nos invités. N'hésitez pas à réagir, le standard est toujours ouvert, Julie. Le 39 21, vous appelez et on vous rappelle. Et appelez-nous nombreux jusqu'à 11h. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Les jardiniers amateurs ou professionnels le savent, si vous salivez déjà à l'idée de déguster de bonnes tomates cet été, c'est maintenant qu'il faut planter. 40% des jardins possèdent aujourd'hui un petit carré dédié au potager. Bonjour Philippe Collignon. Bonjour Wendy. Vous êtes journaliste sur France Télé, c'est au programme Télématin. Les jardins vous passionnent aujourd'hui. C'est difficile d'avoir des chiffres très précis en la matière des potagers, mais compte tenu de ce qu'indiquent les jardineries, on suit vraiment un mouvement très fort en la matière. Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'on a même une augmentation à 2 points pour le domaine du potager. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin de contrôler maintenant de la graine à l'assiette, ce que l'on met dans les légumes, ce que l'on met comme produits phytosanitaires. Voilà, un retour à la santé naturelle. Et puis surtout, faire des économies. Quand on a une salade qui coûte maintenant 1 euro ou parfois plus d'1 euro sur les étals de nos maraîchers, eh bien on se dit pourquoi ne pas le faire nous-mêmes ? Pour une famille de 4 personnes, on peut économiser entre 1 500 et 2 000 euros par an, rien qu'en cultivant soi-même ses légumes, en devenant complètement autonome pour une famille de 4 personnes. Alors encore faut-il avoir un jardin, encore faut-il avoir le temps, la main verte, ça fait quand même pas mal de conditions. 1 500 et 2 000 euros d'économie par an dans un petit jardin classique où le potager prend il faut quelle surface ? à peu près 250 mètres carrés, 300 mètres carrés pour une famille de 4 personnes où on pratique la rotation des cultures, on a les légumes principaux et même on peut aller au-delà quand on commence à avoir la main verte, donc les tomates, les salades, etc. Puis après, on peut miser sur des légumes perpétuels ou d'autres légumes un peu plus originaux. On revient beaucoup aussi aux légumes anciens parce qu'ils sont plus résistants aux maladies, parce qu'ils reviennent chaque année. Par exemple, le topinambour, des choses comme ça, parce que le topinambour, aujourd'hui, il est cuisiné par les grands chefs. L'assiette de topinambour coûte aussi cher que du caviar aujourd'hui. Donc, autant le cultiver dans son jardin et le remettre au goût du jour. Ce qui est intéressant, vous faites ça. Ce sont les légumes oubliés. Ce sont les légumes oubliés qui reviennent vraiment en force. Il y a quoi d'autre alors, le topinambour, il y a la glycine de terre, il y a une centaine de légumes que l'on retrouve. Rutabaga. Ça a des goûts un peu d'artichaut, c'est vraiment très bon. Alors parfois il faut un peu les éplucher évidemment, il faut un peu les frotter avec les crônes avec du gros sel et voilà. Mais on revient au goût, puis on revient vraiment, vous avez toutes les émissions cuisine qu'il y a, pâtisserie et cuisine, on revient à la cuisine. Voilà, la cuisine, quand on est bon cuisinier, on devient normalement bon jardinier. Puis on parlera des grands chefs aussi qui développent justement du panier à l'assiette de plus en plus, des carrés de potager. Y compris dans les grandes villes. Exactement. Des potagers sur les toits. Vous savez, ces fameux carrés de potager que les Américains ont mis dans les années 80 en place, c'est-à-dire un carré peut nourrir, 1 mètre carré peut nourrir une personne pendant 1 an si on sait bien gérer son potager au carré sous forme d'escargot, donc c'est-à-dire c'est 9 casiers et on plante 3-4 graines dans chaque casier et on fait une sorte de rotation des cultures et on peut s'alimenter entre guillemets pendant 1 an avec 1 mètre carré si c'est bien géré. Ça on peut le faire à la campagne ou à la ville sur son balcon. Si on a un petit mètre carré, un petit balcon qui fait 1 mètre carré, on peut le faire. C'est génial. Christophe, vous êtes avec nous au 39-21. Bonjour. Bonjour. Christophe Lartige devrait-se dire parce que vous êtes professionnel, photographe professionnel, vous travaillez pour tout un tas de grandes chaînes, France Télévisions, vous êtes peut-être croisés les amis, pour les personnalités du cinéma, du spectacle, et vous, comme de très nombreux Français, vous cultivez aussi votre jardin et votre potager. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous en ce moment, Christophe ? En ce moment, pour l'instant, pas encore grand-chose. Comme disaient vos intervenants, on va commencer à y travailler et à se servir de la grelinette et autres petits engins pour remuer un petit peu la terre et commencer à planter. Je suis pas très pressé de mettre parce que les seins de glace sont pas passés, les tomates c'est encore un petit peu tôt pour moi, mais on va commencer à y aller très franchement. Après, on va trouver ce que disait un petit peu Philippe, beaucoup de choses assez classiques que sont salades, tomates, pommes de terre, et ce potager étant au milieu d'un verger chez moi à la campagne. Sur quelle surface ?
Alors le potager il doit faire 200-250 mètres carrés sur l'ensemble du verger qui lui fait 600 mètres carrés peut-être. D'accord. À quel moment vous vous êtes mis à cultiver ce jardin, ce potager pour vous y nourrir aussi? Alors moi j'étais déjà un petit peu sensibilisé par mes grands-parents mais il y a très très longtemps. Oui. Maintenant ça commence à dater un petit peu et puis surtout j'avais vraiment besoin d'abord d'un retour à la campagne par rapport à mon métier, à la vie parisienne et puis j'avais vraiment un vrai besoin de remettre les mains dans la terre. Donc dès qu'on a pu acheter effectivement un potager, ça fait maintenant 10 ans peut-être, j'avais vraiment très envie de m'y remettre et encore une fois pour faire le lien avec ce que disait Philippe, de savoir d'où viennent les choses qu'on a dans l'assiette directement et puis ça concourt aussi à une détente et à un apaisement j'allais dire général. C'est devenu aussi un loisir, c'est devenu aussi un loisir cultiver son potager. Philippe Collignon, journaliste sur France Télévisions, spécialiste des jardins notamment pour cet programme avec Sophie Davant, nous disait que beaucoup de Français arrivent à vivre quasiment en autonomie et à économiser plusieurs centaines d'euros chaque année. Vous avez fait le calcul aussi, vous, Christophe, dans votre jardin ? Alors j'ai pas fait le calcul et puis c'est en ce qui me concerne c'est vraiment par période. C'est vrai qu'il y a des périodes où on s'aperçoit qu'on n'achète plus du tout de légumes durant quelques mois. Je sais pas, peut-être du mois de mai jusqu'au mois de septembre et puis ensuite il y a les patates qu'on va mettre au cellier au frais et qu'on va consommer tout l'hiver, les courgettes qu'on va voir congelées quand elles donnent beaucoup. Donc je suis pas étonné des sommes qui sont avancées par Philippe, ça me paraît complètement cohérent. Ouais. Oui, mais bon, c'est pas ce calcul-là qui vous a poussé, c'est plutôt ce retour à des produits naturels et bio dont vous maîtrisez surtout la croissance. Oui, alors je dis souvent aux enfants, c'est un vrai luxe, c'est vraiment canon de se dire que on a pu semer les salades, elles ont poussé, et puis le jour où on a besoin d'une salade, on descend au potager, on en coupe une, on la prépare, on l'a dans l'assiette dans le quart d'heure qui suit. Ça ne peut pas être un circuit plus court que celui-là pour le coup. Je vais faire réagir Philippe Collignon juste après la pause sur ce circuit court et ce côté citoyen. Vous restez encore avec nous quelques instants, Christophe, pour témoigner de ce que vous faites vous, comme des dizaines de milliers de Français aujourd'hui. La vie au jardin, justement, à tout de suite sur Europe 1. La tendance et le boom des potagers, on en parle jusqu'à 11h. Le potager dans tous ses états ce matin, Wendy Bouchard. On vous retrouve avec votre invité Philippe Collignon. Oui, avant d'en accueillir bien d'autres, maraîcher, formateur, Xavier Mathias, un fondateur d'une cantine à Paris qui cueille sur son propre potager, Stéphane Marie, présentateur de Silence ça pousse, qui nous dira aussi les personnalités qu'il a rencontrées, qui cultivent de plus en plus leur jardin et leur potager. Philippe Collignon, d'abord une réaction à ce que disait Christophe. Il est dans la transmission des grands-parents qui étaient dans la terre, il a des enfants aujourd'hui, il s'inscrit quelque part dans une chaîne de savoir et de sensibilisation sur le sujet. Exactement, retrouver ses racines au jardin, c'est vraiment très, très facile. Et c'est vraiment... Moi, je prends cette image, on est un compteur électrique. On a des plombs, des fois on pète un plomb. Pour éviter de péter un plomb, le compteur, il est branché à la terre. Et en fait, si vous n'êtes pas branché à la terre, vous allez forcément, face à des épreuves, péter un plomb. Donc voilà, mettre les mains dans la terre, toucher la terre, marcher pieds nus dans le gazon tout simplement, vous décharge des énergies négatives. Et ça, c'est vraiment très très bien de se remettre au jardin. Donc déjà la première chose. Autre chose, lorsque on coupe une salade directement au jardin, elle est vivante, elle rayonne. Lorsque vous l'achetez en grande surface, elle est déjà morte depuis presque 3-4 jours, presque une semaine. Quand vous achetez de la salade dans des petits sachets, elles ont été plutôt blanchies parfois à la javel, au chlore. Donc en fait, c'est pas vivant. En fait, ce que vous ingérez dans votre corps, c'est du vivant lorsqu'on est au potager et donc vous recevez cette vibration de vie. Vous me donnez envie de manger un bon couscous. Julie, une réaction sur Twitter. Oui, un tweet d'Agnès qui nous dit « Pour moi, jardiner, c'est comme broder, c'est une activité apaisante. » Et vous savez que jardiner, bricoler, broder, tricoter, on est uniquement dans le présent. On n'est ni dans le passé, ni dans l'avenir, alors qu'on est toujours dans le passé, dans l'avenir. De faire une activité manuelle telle qu'elle soit, vous êtes dans le présent. Oui, et c'est presque méditatif. Christophe Lartige, vous en témoignez, vous qui êtes photographe professionnel et qui cultivez aussi votre potager en région parisienne. Quand on a les mains dans la terre, il y a quelque chose de salvateur. Oui, alors c'est ça. Je suis tombé sur une info il y a quelque temps. Il y a même, c'est quand même extraordinaire. Il y a quand même une bactérie dans le sol qui a l'effet d'un antidépresseur naturel en fait quand il est en contact avec la main. Enfin, la bactérie du bonheur. Je disais ça stimule. La bactérie du bonheur. Ouais, ça s'appelle la bactérie du bonheur. Ah ouais, c'est génial. Et qui réduit l'anxiété et qui facilite même l'apprentissage. Enfin, moi, je savais pas du tout ça. C'est une info que j'ai piochée sur laquelle je suis tombé, mais enfin, donc c'est vraiment physiquement prouvé, quoi. Comme disait Philippe, c'est-à-dire que les mains dans la terre, ça fait vraiment du bien, quoi. Elisabeth nous dit sur Twitter, ici
aussi jardin depuis toujours, aromatique, fraises et tomates cerises sur le balcon quand on était en appartement. Depuis que nous avons la maison et le jardin, c'est potager et verger en permaculture et 9 poules. Alors, on s'arrête sur le terme permaculture un instant, Philippe Collignon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, permaculture, on revient à l'essentiel, c'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait de grelinette, c'est-à-dire cette petit instrument, plutôt que de bêcher, de retourner toutes les couches de la terre. Alors, vous avez des bactéries à moins 40 cm qui ne peuvent pas vivre à 2 cm. La grelinette permet de secouer juste un petit peu la terre pour pouvoir la cultiver. La permaculture, on revient à l'essence même du jardin, c'est-à-dire respecter la terre, déjà, la protéger et ensuite pratiquer la rotation des cultures, ne pas trop épuiser la terre, la faire reposer. Donc, ce sont des bases simples pour cultiver le jardin, tout simplement. Et facilement. Le côté citoyen, écologue et militant dans votre démarche, il existe. Militant d'où Christophe Lartiche pour ce retour aux sources aussi. Vous avez par exemple un compte Facebook et Instagram que vous avez intitulé La vie au jardin. Qu'est-ce qu'on y trouve ? En fait, c'est de gens qui me demandaient des conseils, enfin, en toute humilité, mais de conseils en permaculture, en éco-jardinage. Moi, j'aime bien situer les jardins, encore une fois, au milieu de mon verger, avec des haies dans lesquelles je mets des nichoirs pour les oiseaux qui vont m'aider au potager, des abris à chauves-souris, des abris aussi à insectes ou à hérissons. Et en fait, plein de gens m'ont demandé des conseils. Et donc, du coup, maintenant, sur ces petites pages, je donne des conseils tout simples auxquels tout le monde peut accéder pour s'occuper de son jardin tranquillement et effectivement on n'a pas besoin forcément d'une grande superficie et on peut déjà commencer. Moi, plein de gens qui n'y connaissent absolument rien, vous parliez de tendance, je pense que c'est plus fort qu'une tendance. Plein de gens ont vraiment envie de mettre trois salades ou 4 pieds de tomates sur son balcon ou au milieu de ses fleurs sur sa terrasse, quoi. Oui, c'est une manière de dire on veut maîtriser beaucoup de choses, on veut se faire du bien et on veut participer aussi à un rapport à l'environnement qui est sain. Merci Christophe, avec ce petit compte Instagram La vie au jardin. Des conseils que vous prodiguez aussi chaque semaine sur France Télévisions. On va parler, Philippe Collignon, des jardins familiaux, qui est là pour le coup une vraie tendance, juste après la pause, et une petite réaction sur Twitter avant de... Oui, un tweet de Sabrina. Bonjour, oui, en ce moment une littérature abondante sur le comeback du potager à la campagne, le boom des carrés de potager en ville et toutes ces chouettes marques qui proposent des petits potagers d'intérieur, de cuisine aussi. Donc on n'est pas obligé d'avoir un balcon, tout le monde n'en a pas. Non, vous avez des petits potagers justement qui éclairent avec la lumière du soleil et vous pouvez avoir une tomate dans votre salon. Eh ben voilà, très bien. À tout de suite, avant qu'elle soit dans l'assiette, et le circuit est très court. À tout de suite sur Europe 1. Le tour de la question sur la passion des potagers en ce début de printemps. Wendy Bouchard. Un petit message de Laurence Rossi sur le hashtag Europe 1 qui est très drôle. J'ai un potager, je fais mes tomates, mes courgettes, mes herbes aromatiques, mais je déteste ça, j'ai horreur d'avoir de la terre sur les mains, ça me stresse, même avec des gants, je me lave les mains toutes les 5 minutes. Ça doit être assez long. Ça s'appelle un toc. Ça s'appelle un toc, oui, mais cela dit, elle est quand même dans son jardin et ça c'est formidable. Sylvie nous dit, le potager est associé à mes grands-parents maternels. Je ferme les yeux, je les revois avec l'une son chapeau de paille et l'autre son éternelle casquette. Voilà, des souvenirs gustatifs et des souvenirs du cœur. C'est exactement ça dans cette transmission. Et justement, Philippe Collignon, avant de recevoir un maraîcher, Xavier Mathias, j'aimerais vous faire réagir sur ce que vous avez permis de connaître à tous les téléspectateurs de France 2, notamment les jardins familiaux. On a fait ça la semaine dernière, effectivement. Les jardins familiaux, c'est connu depuis l'époque des mineurs, etc. Ils avaient un petit jardin qu'on leur a loué pour cultiver leur... jardin ouvrier à l'époque. Voilà, exactement, jardin ouvrier. On les rappelle maintenant aussi, jardin ouvrier, c'est pas péjoratif. Donc les jardins familiaux, c'est tout simple. On alloue une parcelle entre 150 et 250 mètres carrés selon les régions à une famille qui en fait la demande. Donc il faut déjà que ça soit une famille. Généralement, les personnes seules, on a du mal à avoir un jardin familial. Il y a une queue énorme pour avoir un jardin familial. Il y a des 1000, 2000... en banlieue de grandes villes, en périphérie de grandes villes. Et en fait, on vous alloue un jardin, donc on doit y cultiver un potager. On peut y mettre son petit barbecue quand même, on peut y mettre quelques fleurs, mais on doit y faire son potager, on doit l'entretenir, sinon on nous enlève notre jardin familial. Il y a des droits et des devoirs, et ça nous permet aussi de rétablir ce lien social entre les familles. On s'échange, même si j'ai interviewé quelqu'un qui disait moi je ne connaissais rien de nos jardins, et c'est les anciens jardiniers, enfin les anciens, ceux qui avaient de l'expérience, qui leur transmis cette formation de jardinier. Il est devenu excellent jardinier. Alors, donc en fait, il y a un lien social qui se crée. Bien sûr, ce sont des parcelles de combien de mètres carrés? Entre 150 et 250 mètres carrés, voilà. Avec une liste d'attente très conséquente. Oui, parfois c'est 3000, 4000 familles qui attendent une parcelle en jardin familial. Ce sont des gens en appartement pour la plupart qui ont envie d'un peu de terre. Et puis on s'entraide. Parfois, si la personne tombe malade, par exemple, mais a envie de jardiner, eh bien les autres prennent le relais pour pas qu'ils perdent leur jardin familial. Et ça, c'est vraiment très très beau. C'est pas très cher, un jardin familial, c'est 50,
100 € par an pour la location. Ça comprend l'eau, ça comprend son petit chalet, etc. Et ça nous permet de cultiver sain et frais. C'est génial ça. Bonjour Xavier Mathias. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous qui publiez, bien cette semaine la vie érotique de mon potager. Vous êtes maraîcher et vous êtes formateur aujourd'hui pour l'association notamment Ferme d'Avenir. Alors le plaisir de cultiver ces produits sains, on l'a compris, on l'entend. Il y a une grande sexualité donc des fruits et des légumes qu'on doit connaître pour bien les faire pousser. Xavier Mathias. Ah oui, c'est même une sexualité débridée. Et puis, nous les jardiniers, on s'intéresse qu'à ça, en fait. Oui. C'est-à-dire que si vous voulez des tomates, il faut... Donc, les tomates, ce sont bien des fruits, puisqu'elles sont issues de la fécondation d'une fleur, et qu'elles contiennent elles-mêmes des graines. Ah, j'ai dit fécondation d'une fleur. Donc, ça veut dire qu'il y a des petites bêtes qui vont s'occuper de tout ça, et qu'il faut les faire venir, qu'il faut bien regarder, il faut encourager cette sexualité, en fait, parce que plus elle est précoce, et plus on aura de tomates, tout simplement. Donc parfois on l'encourage et parfois on va la freiner. Avec les laitues, par exemple, on ne veut surtout pas qu'elles se reproduisent, qu'elles montent à graines. Et là, on fait tout pour qu'elle ne stresse pas, qu'elle soit bien tranquille, qu'elle n'ait pas envie de se reproduire et que ça puisse nous faire des belles laitues bien paumées. Donc la sexualité, oui, elle est directement en lien avec le potager. Oui, donc en bon jardinier, il faut savoir encourager ou ralentir ce besoin de procréation et de reproduction. Aujourd'hui, vous avez été maraîcher bio, Xavier Mathias, vous consacrez votre temps à la formation en maraîchage biologique et en technique potagère. Qui sont vos élèves en majorité? Est-ce que ce sont des professionnels, que ce sont des amateurs? Alors, les deux. Et moi, j'adore intervenir d'ailleurs sur ces deux niveaux. On a des candidats à l'installation, ce qu'on appelle des candidats à l'installation un peu pompeusement. Il y a aussi des professionnels qui sont soucieux de travailler ce qu'on appelle les légumes de niche. Voilà, tous ces légumes qui n'étaient pas dans nos habitudes alimentaires. Oui, dont Philippe nous parlait, les légumes oubliés, c'est ça? Voilà, c'est ça. On peut résumer comme ça. Et puis il y a aussi tous ces jardiniers amateurs, et ça j'adore ce niveau-là, parce que en fait on s'aperçoit que les amateurs, attention, il y en a qui sont vraiment très très pointus déjà. Il y a aussi par rapport à des professionnels, ils sont moins soumis à la réalité économique, donc ils peuvent aussi être beaucoup plus aventuriers dans le choix des espèces. Donc cette dimension-là est très importante. Et là il y a tout niveau. Il y a des gens qui découvrent vraiment. Qui ont juste envie de partager, de découvrir, de se rendre compte. Et puis il y a des gens qui sont déjà très très pointus et qui eux veulent une autonomie la plus complète possible, qui va de la production de leur propre plant jusqu'à la récolte de leurs graines. Oui, pour économiser entre 1 500 et 2 000 euros par an, ça va jusque-là, nous disait Philippe Collignon d'entrée de jeu. Vous enseignez aussi, Xavier Mathias, au potager du roi à Versailles. Alors ça, c'est quelque chose, parce qu'on est entre histoire, mémoire et transmission. Qui se fournit aujourd'hui dans ce potager royal ? Alors, au niveau du potager du roi, donc moi maintenant j'ai basculé vers l'école du Breuil en fait, qui est une autre école prestigieuse. Et au niveau du potager du roi, mais tout simplement les Versaillais, tout simplement dans un premier temps, parce que c'était vraiment. Donc ils vont acheter le légume. Voilà, c'est ça à la boutique, tout simplement. Ah, super. L'idée c'est de revenir à une proximité au maximum. On connaît tous maintenant l'intérêt des circuits courts, des circuits les plus courts possibles. Il est vrai que quand on a la chance, comme à Versailles, d'avoir un tel espace de production, ce serait dommage qu'il ne soit pas mis aussi à disposition des Versaillais, tout simplement, ou Versaillais, visiteurs. C'est réellement ouvert à tous. En circuit court, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a tout un tas d'entreprises qui s'y mettent. Je vais citer l'une d'entre elles, BNP Paribas, 3000 salariés, avec à Pantin, sur la zone des Grands Moulins, aux portes de Paris, donc 150 mètres carrés de pelouse dévolue aux salariés qui ont préparé leur semis, là, Philippe Collignon, pour les radis, les salades, les petits pois, les épinards. Bon, on essaye de les sortir des bureaux sur les temps de pause pour qu'ils aillent... Mais c'est peut-être la mission des nouveaux DRH des grandes sociétés de renouer un peu le lien social et d'avoir leur mission de DRH. Je trouve que c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que ça vous dit sur le rapport à la terre, Xavier Mathias, ce genre d'initiative? Que ce besoin de reconnexion à la nature, il faut absolument l'écouter, l'entendre et le favoriser. Je trouve que cette idée du lien social, si le jardin, il faut bien se rendre compte à quel point il n'est pas clivant. C'est-à-dire qu'on peut, sur un même espace, avoir des gens
de toute origine, toute génération, des deux genres aussi. Donc, à la différence, et je dis ça sans aucune agressivité, à la différence d'un terrain de sport qui est relativement clivant au niveau de la fréquentation, soit les garçons, soit les filles, etc., des jeunes ou des moins jeunes, là, au contraire, tout le monde se mélange dans un jardin. Et il y a un truc qui est vraiment, je trouve, super important. À l'époque des smartphones, où voilà, et toute cette technologie numérique, où nos anciens sont un peu dépassés, et ben là, ils retrouvent une superposition de dire, attendez, moi je vais vous montrer ce qu'on sait faire, je vais vous apprendre des choses. Vous m'apprenez plein de choses sur les technologies numériques que j'ai du mal à comprendre. Mais moi, je vais pouvoir vous en montrer d'autres à ce moment-là, tout simplement sur le jardin. Je les trouve extrêmement importants, tous ces jardins, qu'il s'agisse de jardins d'entreprise ou de jardins municipaux. Parce que vous voyez ce que Philippe disait tout à l'heure sur les jardins partagés, jardins ouvriers, jardins familiaux. Déjà, les trois noms, partagés, ouvriers, familiaux, c'est trois noms qui m'attendrissent. Complètement. Et moi, ce que j'aime chez les jardiniers que vous êtes, ou spécialistes de la terre, c'est votre calme, votre sagesse, votre délicatesse aussi, parce qu'il faut beaucoup d'amour, évidemment, beaucoup d'attention quand on travaille au jardin, et vous le manifestez les uns et les autres. Merci Xavier Mathias. Je renvoie à votre ouvrage, l'un de vos ouvrages, La vie érotique de mon potager. Mais il y a aussi cette année, Faites pousser et déguster vos protéines, aux éditions Larousse de Xavier Mathias. On se retrouve avec Philippe Collignon, journaliste pour France Télé, à la chronique Jardin, dans cet programme sur France 2, dans Télématin. Vous le retrouverez samedi matin. Nous avons Annie qui veut réagir. Elle nous appelle des Yvelines au 3921. Cultiver son potager, même en ville, c'est une nouvelle tendance qui cartonne, qui séduit de plus en plus. Oui, on va accueillir dans un instant Stéphane Marie, présentateur de Silence ça pousse, qui est témoin de cette recrudescence de jardins de potager. Annie va témoigner de Bougival dans un instant. Philippe Collignon est avec nous, journaliste spécialiste aussi jardin sur France 2. Ce qui est intéressant aussi quand on cultive son jardin, c'est qu'on respecte les saisons. Le printemps arrive et on mange des fruits et des légumes de saison, et ça, c'est quand même le b.a.-ba. Effectivement, on n'arrête pas de le dire, les nutritionnistes, tout le monde dit qu'il faut manger de saison, c'est-à-dire déjà ça coûte moins cher, le bilan carbone est beaucoup plus léger quand on mange de saison, et quand on mange de saison dans son jardin, c'est encore beaucoup mieux, parce que voilà, il faut attendre, le corps aussi a des attentes par rapport à des minéraux, etc. Et justement, d'avoir un calendrier de légumes sur l'année et on mange de saison, c'est bon pour la santé. Oui, et donc les légumes de saison en ce moment, qu'est-ce que c'est C'est encore un peu les poireaux. Il y a déjà des asperges. Voilà, il y a des asperges, un peu les poireaux, etc. Il y a les premières, ça coûte le très jardin, cher. C'est vrai qu'on se dit, ça y est, c'est le printemps, on se réveille, il faut planter. Attention, on le disait tout à l'heure, que si on commence à planter ses tomates maintenant, eh bien, il y a des risques de gelée. Donc, si vous plantez des tomates... Il faut vraiment attendre les seins de glace, voilà, fameux 13 mai, c'est ça ? Ou alors, vous plantez maintenant les tomates, mais vous les mettez sous un tunnel qu'il faut aérer tous les jours. Donc, il y a des astuces. Mais si vous voulez planter maintenant, comme ça, en pleine terre, attention aux gelées qui vont arriver. Donc pour vous, on plante rien maintenant, on attend les seins de glace. Il faut patienter, ou alors mettre des cloches. Il y a des cloches en verre ou des cloches en plastique ou des tunnels en plastique qui nous permettent de planter plus hâtivement, mais là, dans ce cas-là, il faut aérer régulièrement, sinon on a des problèmes de maladie. Bon, donc là, on termine les pommes de terre, on a encore des... Il y a les poireaux, il y a encore pas mal de choses en terre, en légumes d'hiver. Oui. Voilà. Il y a des endives encore ou pas ? Oui, encore des endives, ouais. Parce que vous voulez une petite salade d'endives? Ah, j'adore. Une petite salade d'endives avec des œufs et des noix. Ouais. Hop, bim. C'est le repas de Julie, c'est bon. Nous sommes avec Ça reste Annie. longtemps au frigo. Oui, ça se On ne conserve faut pas pas mal. mettre la sauce parce que ça noircit. Petit truc et astuce de Julie. Annie nous appelle de Bougival au 3921. Bonjour Annie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Annie. Oui, moi j'avais un mari qui faisait son petit jardin, oui. Et malheureusement, moi toute seule, il est décédé, donc j'ai essayé de reprendre quelques années après son décès, mais ça devenait trop dur pour moi, un peu compliqué. Et puis j'y connais pas grand-chose. Donc je connais pas tellement les saisons. Là, j'ai des pommes de terre germées, je sais pas si on peut les planter maintenant ou pas. Je me pose la question et puis j'ai personne pour me donner des conseils. Ce sont des semences, Annie, ou ce sont des pommes de terre que vous avez achetées dans le commerce qui ont germé? Des pommes de terre qui ont germé, on m'a dit que ça pouvait se planter. Oui, mais il vaut mieux acheter quand même de la pomme de terre de semence. Au moins, vous avez la vraie pomme de terre, vous savez, en petites clayettes en bois, qu'on trouve ça en jardinerie. Mais ça peut marcher, mais c'est pas le moment encore de planter la pomme de terre. Mais si je comprends bien, Annie, vous avez ce carré de jardin que vous affectionnez pour 1000 raisons, mais vous n'avez pas franchement la main verte, vous cherchez des conseils, peut-être même quelqu'un qui pourrait vous l'entretenir. Quelqu'un qui m'aide,
Je veux bien donner une partie de mes légumes. J'avais proposé à des voisins, mais moi, il fallait que j'arrose tous les soirs et le potager est très loin de la maison. Il faut que je tire le tuyau tous les soirs, que je le ramène éventuellement pour arroser les plantes. J'ai des fleurs autour de la maison que je me débrouille à peu près. Oui. Et toute seule, c'est dur finalement. Vous savez quelle surface vous avez de votre jardin? Autour de la maison, j'ai 1200 mètres, mais de terrain, je sais pas, le petit bout de potager, tout le monde me dit c'est bien. Mon mari faisait des tomates, des courgettes, des salades, mais là, l'herbe a repoussé, il faudrait bêcher et je suis pas capable de bêcher. Non, il faudrait l'entretenir. Alors que proposer à Annie qui habite Bougival et qui a envie de faire entretenir son jardin? Eh bien, il y a une solution. Il y a l'association des potagers partagés. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas de potager, pas de jardin, et il y a des gens qui ont un jardin et qui ne peuvent pas l'entretenir. C'est votre cas, Annie. Oui. Eh bien, cette association rapproche les deux. Il faut qu'il y ait un petit match entre les deux personnes. L'idée, c'est quoi? C'est que la personne vienne cultiver votre potager ou votre jardin à la place, et puis ils prennent 50%, c'est 50-50, 50% des récoltes, et comme ça, vous avez un jardin entretenu et vous partagez la moitié des récoltes. Souvent, les récoltes sont tellement abondantes qu'on peut partager, il n'y a aucun problème. Et là, c'est totalement gratuit, puisque c'est un échange. En plus, ça procure encore du lien social. Voilà, vous seriez prête à faire cela, Annie? Où dois-je m'adresser? Il y a des associations, il faut voir dans votre région, vous tapez association des potagers partagés ou des jardins partagés. C'est des associations locales qui regroupent des demandeurs et des receveurs, et tous les deux font du business. Association de potagers partagés. Vous avez Internet, Annie? Vous avez Internet? Oui. Non, sinon on prend vos coordonnées. On vous donnera et on va vous appeler, on va vous donner les coordonnées. D'accord? On donne vos coordonnées à Naïma qui est à votre écoute, et puis on vous mettra en lien. Voilà, pour que ce jardin, cet héritage soit entretenu. Voilà. Et que vous bénéficiez quand même des courgettes, des tomates, des salades dans le temps. Voilà. Oui. Et surtout, j'ai de l'oseille qui repousse tous les ans. C'est bien l'oseille qui pousse. Voilà, c'est on comme en la voudrait rhubarbe. tous. Une fois que c'est en place, il faut la laisser à sa place. Merci. Je n'y touche pas et ça repousse tous les ans, et je me fais des potages et puis des sauces à l'oseille avec du saumon, des choses comme ça. Vous voyez, vous avez la main cuisinière. Voilà. Merci Annie, on vous met en relation, on prend vos coordonnées. Avant une petite pause, je cite Frenchy Kitchen Club qui nous écrit sur Twitter. Il nous envoie une photo, c'est magnifique, sa petite cabane de jardinier, son propre jardin potager depuis novembre dernier, légumes, herbes, fruits rouges, fleurs, la saison va bientôt commencer. #circuit court, c'est ça qui nous intéresse aussi. À tout de suite sur Europe 1 pour parler de cette folie des jardins. Le printemps est arrivé, c'est le moment d'installer un potager sur votre coin de balcon ou au fond du jardin, et même à l'intérieur dans votre cuisine. Oui, il va parler de tout ça, l'ami Laurent Cabrol qui manie aussi les cartes du temps et qui anime ce rendez-vous jardin chez Bernard Poirette chaque dimanche 6h45, la folie potagère. Il en parlera sur l'antenne d'Europe 1 et on amorce la discussion avec nos invités aujourd'hui. Philippe Collignon, journaliste sur France Télévisions qui présente régulièrement sa chronique jardin dans ses topogramme et dans Télématin, qui a publié un petit livre, enfin un gros bouquin plutôt, qui va vous intéresser, Le potager pour les nuls, fameuse édition First, où vous trouvez tout. Une question qu'on peut se poser si on a un beau bout de jardin et que, en vous écoutant, nous avons envie, cher Philippe, de faire notre potager, on le met où ce potager? C'est vrai que les anciens disaient, là où il y a des orties, créez votre potager. Là où il y a des orties, c'est le sol le plus riche, le plus frais, le plus aéré, etc. Donc là, il faut observer la nature avant d'implanter un potager. Donc si vous avez un petit coin d'ortie, allez-y, mettez-le là. Alors, le potager, il a besoin minimum de 6 à 7 heures de soleil par jour. Donc, pas sous un arbre, pas en plein nord, etc., etc. Donc, il faut qu'il soit ensoleillé. Et puis, il faut qu'il soit protégé des vents violents. C'est-à-dire qu'un potager battu par le vent régulièrement, c'est pas génial, ni pour la pollinisation, ni pour on peut le protéger avec des petites haies quand même. Donc, des petites haies, effectivement, qui vont casser un peu l'effet du vent violent. C'est pas mal, les petites haies variées, pas monospécifiques, avec plusieurs variétés, et qui fleurissent, qui permet d'attirer les pollinisateurs qui vont polliniser un jardin. Il faut savoir que plus on a d'essences dans le jardin qui fleurissent, plus on attire les pollinisateurs et plus notre récolte au jardin sera abondante. On peut augmenter sa récolte de 20% en attirant
les pollinisateurs. Si on considère que notre terre n'est pas bonne et assez fertilisante, alors là, on peut jouer avec des bacs, justement, et de la terre qu'on apporte nous-mêmes, parce qu'il y a des terres très sablonneuses où il n'y a pas grand-chose qui pousse. Alors, on peut peut-être miser sur la lasagne. Alors, c'est pas une recette de cuisine, la lasagne, c'est quoi? C'est quand on a un sol qui est plutôt impropre à la culture, eh bien on va faire une lasagne. C'est quoi? On va mettre une couche de carton, une couche de branches, mais de petites branches, une couche de carton, une couche de déchets de tonte, une couche de carton, une couche de terreau. Bref, on va monter cette lasagne sur 50 à 60 cm de hauteur et on va bien l'arroser. Dans un bac? Non, comme ça, carrément même sur le sol. Et on va l'arroser, on va planter par-dessus. Alors la lasagne va un peu s'effondrer. Le carton, il va s'effondrer, il va se mouiller. Et en fait, c'est idéal pour cultiver. Ah, c'est bien ça. Parce et les orties, là, vous dites, on met son potager. Déjà, on fait une soupe d'ortie. Et les orties, elles repoussent après? Ah oui, après, il va falloir driver l'ortie. Mais alors, il y a des paillages aujourd'hui. On est écolo, il y a des paillages naturels à base de chêne, à base de différents types, la paillette de lin, etc. Il y a aussi des paillages aujourd'hui qui ressemblent à du plastique, mais c'est pas du plastique. Ce sont des feuilles de maïs qui sont vendues en rouleau comme une sorte de plastique que l'on étale sur le sol. L'intérêt de ces feuilles de paillage, elles sont biodégradables. On peut planter à travers ces plants. Alors les semis, il faut les faire plutôt dans des caissettes et ensuite on plante les plants issus des caissettes dans le potager. Voilà, sauf les radis 18 jours, etc. On peut les mettre en place. Mais ce paillis, ça va vous permettre 1, de protéger votre sol contre les pluies battantes, 2, de faire des économies d'eau, 3, de limiter la montée des adventices, 4, de freiner un petit peu l'arrivée des limaces et des escargots. Très bien, cher ami. Il y a des choses. Il y a encore 1000 questions à vous poser, mais je voudrais qu'on entende un autre ami de la famille des passionnés jardiniers, Stéphane Marie. Bonjour Stéphane. Bonjour, vous allez bien? On va bien, vous êtes en vadrouille, comme chaque semaine. Donc vous êtes dans le train, je précise pour nos auditeurs si ça coupe un petit peu. Présentateur culte de Silence ça pousse, chaque vendredi 22h20 sur France 5. La folie potagère, vous en êtes témoin, Stéphane Marie, dans tous ceux que vous rencontrez, amateurs, passionnés de plus en plus sur le sujet. Ah ouais, c'est très étonnant comme le potager est revenu dans la conversation. Ça fait 12 ans que je fais des pas de panique, que je me rends chez des gens pour les aider à refaire leur jardin. Et depuis 4 ans, 5 ans, le potager entre dans l'histoire. Est-ce qu'on pourrait avoir des légumes? Est-ce que je pourrais avoir des aromates? Est-ce qu'il y aurait un petit coin où on pourrait avoir ça ou ça? Alors qu'avant, c'était pas du tout dans la conversation. Et ça, c'est merveilleux, je trouve. C'est vraiment merveilleux. Vous avez... oui. Allez-y. Non, allez-y, je vous ai coupé. Non, simplement pour dire qu'il y a aussi une prise de conscience qui a à voir avec l'éducation. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'avoir de grands potagers chez soi. Il est simplement question d'avoir de quoi donner un peu de goût à ce qu'on cuisine et éventuellement de montrer comment la fleur devient un petit pois au petit qu'on élève et comment la tomate elle grossit, ce que c'est qu'une fleur, ce que c'est qu'une racine qu'on mange, ce que c'est qu'un radis. Parce que l'éducation, ça passe par ça et c'est complètement essentiel. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des toutes petites surfaces, et c'est pour ça que vous avez fait d'ailleurs une émission très intéressante sur la tendance des potagers en carré. Et on peut déjà avoir une rotation des cultures et avoir une première approche très intéressante pour vivre en autonomie sur un carré potager. D'ailleurs, c'est possible. Mais tout est possible, évidemment. Mais vivre en autonomie, ça veut dire quand même qu'on y passe 1 heure par jour, quoi. C'est-à-dire que faut prendre soin. C'est ce que disait la dame. Elle n'a plus envie d'aller au fond du jardin, de tirer son tuyau. C'est l'envie, la limite du jardin, c'est le jardinier. Sauf que avoir sur un balcon 2-3 pots, des tomates à cueillir tous les jours, des tomates cerises à cueillir tous les jours, c'est faire entrer le plaisir. Et ce plaisir-là, après, il se fabrique, il se construit. Et là, on a la force et l'envie d'aller au fond du jardin pour tirer le tuyau. Et puis, il faut sensibiliser les enfants. Il y a une semaine, on faisait une émission sur le climat. 1 million de jeunes dans le monde, justement, se levant pour dire non au ravage sur l'environnement. Les enfants qui, pour beaucoup, ne voient les légumes que sous sachet plastique. Alors, ça, c'est plus possible. On a envie aussi que même dans des coins compliqués ou dans des villes ou dans des banlieues, ces enfants connaissent justement la croissance d'un fruit, la croissance d'un légume et son implantation en terre. Bien sûr, moi ça a toujours été un espèce de truc. Je suis né à la campagne, j'ai grandi parmi les légumes qui poussaient, et quand je me suis retrouvé devant ces sachets, je me suis dit là, on est dans une vulnérabilité absolument. Pour moi, c'était un signe de vulnérabilité. Je sais pas ce que je mange, je sais pas à quoi ressemble une carotte, je sais pas à quoi ressemblent des épinards, autrement qu'à des charbons verts qu'on sort du congélateur. Je trouvais que ça me rendait vulnérable, en tout cas que ça rendait ces générations-là complètement vulnérables. Et je crois qu'ils le savent, et c'est pour
ça qu'ils ont envie justement d'aller voir où ça pousse, d'aller voir comment ça pousse et peut-être de s'y mettre eux-mêmes. Oui, le seul problème, c'est que maintenant, quand on veut trouver des produits bio, il y a le contrôleur qui est derrière vous, des produits bio, Stéphane Marie, qui deviennent des produits de luxe. Aller chez le maraîcher, c'est parfois plus cher qu'aller chez le boucher aujourd'hui. Hein, on sait, c'est bien la limite du genre. La limite, c'est aussi qu'il faut avoir le sens de la préciosité des choses. Quand on cultive ces légumes, on y fait attention, on les jette pas, on les optimise. Oui. Quand on achète du vrac moche, peut-être qu'on fait moins attention et on jette plus. Et quand on achète du bio qui est plus cher, on y fait attention et on essaie de moins perdre. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Merci Stéphane pour cette petite intervention. On vous retrouvera donc vendredi. Quel est le thème de l'émission ? Est-ce que vous l'avez en tête ? Oh mon Dieu! Bah oui, c'est toujours comme ça. Hein, et comme nous, avec Julie, on oublie les thèmes de l'émission du matin. Voilà. Merci. En tout cas, 22h20 vendredi sur France 5. Ça m'a fait plaisir. Silence, ça pousse. À bientôt, Stéphane Marie. Vous arrivez en gare de Montélimar. Faites attention. C'est ça. À tout de suite. Vous allez où ? À Saint-Lazare. Il arrive à Saint-Lazare. Venez. À tout de suite sur Europe. Retour au potager avec Wendy Bouchard et notre invité ici en studio, Philippe Collignon. Et on va accueillir Arnaud Dalibo dans une petite seconde, fondateur de la cantine Coffee Shop Mur, qui cueille sur son propre potager les produits qui seront servis le jour même dans son restaurant au cœur de Paris. Ça, c'est formidable. Juste, je vous fais réagir, Philippe, vous qui êtes spécialiste jardin pour France Télé, sur ce que disait Stéphane Marie. C'est vrai que quand on cultive soi-même son jardin, quand on fait sortir de terre ses légumes, quand on va cueillir ses fruits, on a tendance à leur adjoindre un caractère plus rare, plus précieux et pas faire n'importe quoi avec. Ça, c'est important. Tout ce qui est la beauté, on y prend beaucoup plus d'intérêt. Donc lorsqu'on a cultivé soi-même son potager, qu'on a vu grandir ses légumes, qu'on les a caressés, qu'on les a traités, qu'on les a sauvés, etc. Caressé, faut pas exagérer. On touche beaucoup les légumes, on touche beaucoup ces plantes potagères. Eh bien, on en prend soin, c'est des sortes de bébés entre guillemets. Et on les goûte et surtout on retrouve le vrai goût aussi des produits. Lorsqu'on a beaucoup de choses en juillet-août, on peut les surgeler et puis en faire des conserves. C'est le grand retour de la surgélation et de la congélation. Absolument. Arnaud Dalibo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans cette discussion sur la folie potagère notamment. Vous avez fait un choix très intéressant. D'abord, vous avez ouvert une cantine Coffee Shop en plein Paris. Et puis ensuite, vous vous êtes dit que c'était pas bête de vous fournir vous-même en fruits et légumes. Donc, comment avez-vous développé l'idée d'avoir un terrain à vous ? Et où ? Exactement. Effectivement, on a ouvert la cantine il y a 5 ans et la ferme existe depuis 2 ans. Oui. En fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir une démarche aussi bien qualitative en cultivant nos propres produits, donc vraiment de très bonne qualité et surtout ultra frais, quoi. Et après ça, une démarche écologique en plus de ça, qui était déjà un petit peu notre démarche au départ pour le restaurant, avec zéro déchet, en créant vraiment un écosystème entre le restaurant et la ferme, où il y avait zéro perte finalement, puisque l'idée c'était de ramener les déchets organiques à la ferme pour les poules, etc. De ramener tous les légumes, même ceux qui ne sont pas bien calibrés, même ceux qui sont un petit peu moches, etc. De cuisiner tous les produits qui sortent de la ferme finalement. Elle est à combien de kilomètres cette ferme de votre restaurant, Arnaud ? Elle est à 30 km. 30 km donc, en Seine-et-Marne. Oui, ça veut dire que ça vous fait presque aussi loin que d'aller à Rungis vous fournir en fruits et légumes. Ah oui, ouais, c'est à peu près la même distance, effectivement. Ouais. Mais c'est un parti pris. Et on ne peut pas faire tellement plus près de Paris pour trouver des champs, on va dire. Oui. Et donc l'autre option, c'est Rungis, qu'on utilise toujours un petit peu en backup pour des fruits qu'on ne pourra pas avoir sur notre ferme, type des oranges en saison. Mais pour tout le reste, on préfère cultiver directement sur notre ferme parce qu'il y a vraiment un plaisir déjà de cultiver sur la ferme. Il y a un lien humain en fait qu'on crée entre l'équipe déjà, entre l'équipe qui fait le maraîchage et l'équipe en cuisine. Oui. Et puis après ça, il y a les clients vraiment qui apprécient énormément de pouvoir de sentir ce lien avec la nature. En fait, quand ils viennent le midi, pour eux, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous disent voilà, pour nous c'est un peu une petite bulle d'oxygène. Donc j'imagine au bureau toute la journée. Ouais, que la carte de votre cantine Coffee Shop, Arnaud, elle est aussi fonction des légumes, des fruits qu'il reste aussi dans votre potager. Ah, complètement, ouais. En fait, c'est vraiment le potager qui dicte notre carte. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les semaines, à la ferme, ils nous disent ce qu'ils vont pouvoir récolter. Et à partir de ça, nous on prépare la carte avec les cuisiniers.
et on répond à la ferme exactement ce dont on a besoin en fonction de ce qu'ils nous ont dit. Et donc le menu, les recettes, etc. sont créés en fonction de ce qui est disponible de la production. Au potager. Donc l'exigence aussi de ne cuisiner que des légumes et que des fruits de saison, c'est très bien, et les consommateurs sont prêts à payer plus cher et à adhérer justement à un côté très éthique. La cantine Coffee Shop Mûr, c'est à Paris, et vous avez fait le choix de servir des fruits et des légumes de votre potager. Arnaud Dalibaud, merci beaucoup. Je vous fais réagir encore, Philippe, sur par exemple les concepts qui se multiplient de potagers à louer. On parlait de jardins familiaux tout à l'heure, il y a des startups qui font ça, Tomato & Compagnie, qui a relevé ce pari, donc voilà, qui loue des petites parcelles de potager, et vous récupérez les fruits et légumes. Exactement, vous choisissez votre parcelle, vous avez envie de planter des tomates, ils vous les plantent à votre place pour ceux qui n'ont pas envie de se salir les mains, et vous allez récolter au moment donné les légumes que vous avez choisis via Internet ou via un formulaire. Oui. Je trouve ça bien, en tout cas, tout ce qui est bien, qui nous rapproche de la nature, je dis oui. Oui, on n'a pas parlé de tous les potagers sur les toits, mais il y en a de plus en plus dans les grandes villes. Hein, c'est pareil, bon, on lève pas toujours la tête, mais il faut savoir. Puis c'est le retour de l'abeille en ville, parce que tout ça attire les abeilles en ville par rapport aux champs, mais ça c'est bien aussi pour la biodiversité. Voilà, c'est un processus très vertueux. Merci, cher Philippe Collignon. Voilà. Merci à vous. La tendance des fleurs. On vous retrouve samedi matin dans Télématin et régulièrement dans cet programme. Merci ma chère Julie. On va faire un tour au jardin. Wendy. Allez, à demain les amis.